Tu n'as pas envie de payer 6,85 $ tous les jours pour être propriétaire de quelque chose qui va prendre de la valeur. Ton loyer est de combien? 1 000 $. Parfait. 1 000 $ divisé par 30, ça fait combien? Ça fait 33 $. Ça te coûte plus cher d'épargner que d'aller chercher 25 000 $ à crédit. Et c'est pas terminé. Pour revenir par rapport au temps, c'est que combien de temps ça te prendrait pour accumuler 25 000 $? Là, pour ceux qui sont sur la France, sur les Antilles françaises, vous allez vous dire, ah ouais, les gars, ils ont de la chance. Ils sont au Canada et ils peuvent jouer avec les lignes de crédit. En France, c'est différent. Mais en fait, en France, on peut faire exactement la même chose. Bienvenue dans cette nouvelle émission où on est plusieurs aujourd'hui. 3 entrepreneurs partis de rien et qui ont réussi humblement à atteindre des résultats assez importants dans leur domaine. Donc bienvenue à Vancouver. Mon nom est Florent Moncam, investisseur immobilier, et dans quelques instants, mes collègues ici présents vont s'introduire. L'idée du jour, c'est de vraiment parler à cœur ouvert, de vous dire quelles sont les réalités en termes d'investissement immobilier, quelles sont les opportunités, malgré une situation qui semble morose pour certains, qui semble difficile pour d'autres. Malgré tout, on va vous montrer qu'il est possible pour vous de pouvoir saisir de très bonnes opportunités. Donc on va aborder plusieurs sujets, notamment la crise du logement, notamment les difficultés qu'on a eues en tant qu'entrepreneur et investisseur. Donc je vais laisser la parole à mes amis ici présents. Chacun va s'introduire et par la suite, moi également, je vais m'introduire et on va lancer le premier épisode de ce podcast dans le cadre d'un mastermind qu'on organise ici à Vancouver. Donc, réunion d'entrepreneurs pour partager nos succès, nos échecs, nos challenges et comment tous ensemble on peut aller de l'avant et prospérer comme il se doit. Donc merci Florent pour l'intro. Moi je m'appelle Uriel Bigot. Je suis un investisseur immobilier, aussi un promoteur immobilier, ce qu'on appelle communément un développeur immobilier. Je crée des solutions d'investissement à rendement extrême pour des gens qui ont le besoin de placer leur argent, développer un patrimoine et mettre en place des solutions qui vont enrichir 2-3 générations plus tard dans leur lignée. Donc, j'investis principalement dans la province du Québec pour l'instant, au Canada. J'ai des projets un peu en Afrique, un peu en France aussi. Et j'ai aussi j'ai 3 divisions dans mon organisation. Une première qui est vraiment orientée vers l'éducation, où est-ce qu'on essaie de donner les connaissances dont les gens ont besoin pour appréhender le marché actuel. J'ai une deuxième division, elle est vraiment très focusée sur le transactionnel, les amener sur le terrain pour acquérir des biens et bâtir ce patrimoine. Et une troisième division qu'on appelle plus de la syndication, parce que là, on les embarque sur des deals, très très gros deals. On parle de construire des tours d'immeubles, un peu comme celle que vous voyez derrière nous ici à Vancouver. En intro, ce serait un peu ça. Ok, merci les gars en tout cas pour votre présentation. Donc moi, je me présente très rapidement. Je suis Xavier Prétaït, je suis, comme vous l'aurez compris, investisseur immobilier à haut rendement. Et en fait, je me suis lancé dans l'immobilier, ça fait un petit moment maintenant, 2014. Et depuis, j'ai pas lâché l'immobilier, puisque l'immobilier m'a permis de gagner ma liberté financière, m'a permis d'aider aussi d'autres personnes à faire exactement la même chose. Donc j'ai créé une société pour accompagner les gens à investir dans l'immobilier, donc Business is my religion. Aujourd'hui, je suis à la possession de 32 lots immobiliers. Et en fait, tous ces biens immobiliers, j'ai pu faire l'acquisition par tout simplement les connaissances. Comme je le dis souvent, ce qu'on ne connaît pas nous coûte cher. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours se former. Donc, de toute façon, on parlera de ça tout au long du podcast parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Yes. Donc, moi, Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur. Donc, un peu comme mes confrères ici présents. Donc, voilà, je suis également investisseur immobilier. Donc, moi, j'ai démarré en France avant d'immigrer au Québec. Donc, j'ai investi dans plusieurs pays, notamment la France, le Canada, le Cameroun, le Mexique, l'Indonésie et pas mal d'autres pays ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, on accompagne des milliers de personnes à, d'une part, comprendre comment le crédit fonctionne, parce que moi, j'estime que le financement, c'est le nerf de la guerre pour tout projet, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat, c'est comment fonctionne le crédit. Donc, j'accompagne les personnes à comprendre le crédit, utiliser le crédit de manière efficiente en vue d'investir en immobilier. Ça peut être des projets d'acquisition, ça peut être des projets de construction de villas, ça peut être des projets d'optimisation de logements également. Et également, j'accompagne également mis à part ça, j'accompagne également les entreprises à se faire connaître sur leur marché, donc notamment en Afrique francophone, etc. Donc j'ai une compagnie qui s'appelle Global Investisseur,
Voilà, on organise des événements, des séminaires, des formations, des ateliers. Voilà, vous pouvez aller sur immobiliercanada.ca et vous en saurez plus. On va démarrer notre discussion. Sujet du jour. La crise. La crise. Je pense qu'il est important de... ce qu'on a voulu organiser ici ce week-end, on s'est retrouvé entre entrepreneurs qui sont à la fois sur le net, mais qui sont aussi principalement et d'abord dans l'immobilier. Bien sûr. L'idée pour nous était de partager un peu nos réalités, les difficultés qu'on a aujourd'hui, les opportunités qu'on trouve, et ce qu'on voit souvent dans toutes les conversations qui reviennent encore, parce que on a tous les trois des écoles de formation en ligne. Tu as parlé de Business is my religion, tu as parlé d'Immobilier Canada, moi c'est La Fabrique. Et shameless plug, La Fabrique française. Et au fait, ce qu'on a constaté, ce qui revient souvent dans les conversations, c'est cette fameuse crise. Les gens ont peur en se disant, c'est la crise, les taux sont élevés, le marché va se casser la gueule. Les boys, c'est quoi votre opinion de ce qui se passe? Déjà, pourquoi est-ce qu'on en est là? Et qu'est-ce qui va se passer d'après vous par la suite? En fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je pense que le fait qu'on soit déjà arrivé à un certain niveau dans l'investissement immobilier et dans l'entrepreneuriat, des fois, on a du mal à comprendre les personnes qui voient la crise comme une mauvaise chose. Mais la crise, c'est une opportunité en or de changer votre vie littéralement. Vous pouvez créer une richesse générationnelle grâce à la crise. Mais avant de rentrer plus dans les détails, on va voir un petit peu comment on en est arrivé là. Et je pense qu'en partie, si on doit parler de la pandémie, si on doit être honnête, la pandémie, je pense que l'économie était boostée drastiquement, mais de façon totalement fausse. C'est-à-dire qu'on peut parler aujourd'hui de la planche à billets. Donc la planche à billets, c'est quoi? C'est tout simplement que le gouvernement a imprimé énormément de billets pour soutenir l'économie. Sauf que les billets qui sont imprimés n'ont aucune valeur. Donc c'est pour cette raison que par la suite, on a l'inflation. Anciennement, aux États-Unis, par exemple, le dollar était adossé à l'or. Ça fait un moment. Et ce qui créait en fait la puissance du dollar finalement américain. Maintenant, quand on regarde, le dollar il est adossé à rien du tout et la plupart des nouvelles monnaies sont adossées au vent. Donc ça veut dire que ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils prennent une imprimante et ils impriment des billets. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez les billets. Donc en fait, finalement, l'argent n'aurait plus du tout de valeur. Donc ça, c'était le premier point qui a mis, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Donc effectivement, il y a eu toutes les entreprises qui étaient fermées pendant la pandémie. Donc ça, c'était forcément quand tout est fermé, l'économie ne tourne pas, ça pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont continué à réalimenter l'économie pour relancer les entreprises. Donc en imprimant des billets, il y a un moment, il faut payer l'addition. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. T'en penses quoi, Florian? Moi, je pense que pour répondre, pour prolonger par rapport à ce que tu as dit et en quoi c'est parce que c'est ce que tu as dit, en quoi c'est bénéfique. En quoi c'est bénéfique, c'est que moi je vois la crise comme oui, il y a l'inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt également. On parle des taux d'intérêt aujourd'hui on a combien ici comparativement à la France, on est à du 6. Ouais, ici on est à du 6. On qualifie pratiquement des fois à 7-8%. 7-8%. Donc quand j'entends les gens se plaindre en France qu'on Mais attention, les gens ils se plaignent en France, mais les taux ont tellement augmenté. Ouais. Là on touche peut-être les 4,5, 5 aussi. Il y a 2-3 ans, j'ai eu une hypothèque à moins de 1%. Une hypothèque, un crédit immobilier à moins de 1% quand j'ai acheté un appartement en région parisienne. Mais il faut dire une chose, c'est que les gens pensent que c'est élevé, mais il y a de cela quelques années, c'était beaucoup plus élevé que ça. Et je te rejoins sur ça, je mets une parenthèse dessus. En fait, est-ce que vous saviez, les gars, que peut-être 30 ans en arrière, ou même un peu plus, je veux dire plus 40 ans en arrière, il y avait des crédits immobiliers, c'était du 14-15%. Dans les années 90. Exactement. Et mes grands-parents, en fait, je suis tombé sur un journal. Et en fait, ils disaient, les taux sont intéressants, et c'était du 19%. Et j'étais... Mais c'est génial, parce que ça permet de mettre les choses en perspective. Bien sûr. J'ai eu une conversation avec un très bon ami à moi, Christophe. On allait à Sherbrooke voir certains de nos bâtiments.
Et on avait une conversation dans la voiture où est-ce qu'il disait, j'ai beaucoup aimé son analogie, où est-ce qu'il dit, en réalité, on met beaucoup de focus sur le Covid. Le Covid a clairement pété l'économie, avec la planche à billets, comme tu l'as dit. Mais le Covid, au fait, c'est comme si, quand on regarde l'état de l'économie, c'est comme si quelqu'un était dans une voiture, il fonçait dans un mur, parce que l'économie allait déjà se casser la gueule. Bien sûr. Réalité. Il fonçait dans un mur, puis le Covid, en réalité, c'est comme s'il y a eu une crise cardiaque. Et suite à la crise cardiaque, ils ont injecté de l'argent dans l'économie pour réveiller la personne qui avait la crise cardiaque, mais son pied est toujours sur l'accélérateur et il continue à foncer dans le mur. Donc là, on a une économie qui est en train de se péter la gueule. Et je vais faire la distinction entre l'économie et l'immobilier parce que ça répond à des dynamiques un peu différentes. L'économie, c'est quoi? C'est la capacité aux gens à constamment continuer à consommer, à faire augmenter le PIB et avoir ce qu'on appelle une croissance. Puis là, on est arrivé à un stade où est-ce qu'on a stimulé la croissance pendant le Covid en faisant fonctionner la planche à billets, en donnant des prêts un peu à tout le monde. Et là, on se rend compte qu'il y a trop d'argent dans l'économie. Et parce qu'il y a trop d'argent dans l'économie, la valeur de tout ce qui est dans l'économie a un peu baissé. C'est ça. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire, maintenant, on va retirer cet argent de l'économie en augmentant les taux, en complexifiant l'accès au crédit, en rendant l'accès à l'argent plus difficile, avec un espoir de pouvoir faire baisser les prix. Puis en parallèle, on a aussi eu la guerre en Ukraine qui a augmenté le coût des denrées premières. On a eu l'augmentation du pétrole parce qu'on a dit non au pétrole russe. Tout ça faisant... Pour moi, la guerre en Ukraine, c'est une grosse mascarade. C'est une mascarade, mais quelque part, ça a quand même joué sur le coût de l'énergie, sur le coût de la nourriture. Ça, par exemple, pour moi, je comprends pas parce que les gars, ils te disent, je sais pas, je vais prendre un exemple bateau, mais les gars, ils te disent, par exemple, bon, ben, il n'y a pas d'huile à cause de la guerre en Ukraine. Les gars, what the fuck? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que suite à la guerre, c'est là où on a vu que apparemment, l'Ukraine faisait vivre le monde entier. Je vois ce que je veux dire. Quand même 50% du blé qui est consommé en Europe. Puis 50% des engrais. 50%. Il y a aussi, il y a des accords aussi qui ont été, tu vois, ça aussi ça joue. Après, ils ont trouvé des solutions pour faire circuler, mais tout ça, à un moment, quand tu as une pression et que tu as moins accès à la denrée, même si c'est pas la globalité, ben ça augmente les prix. Moi, je pense que l'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, mais tu sais, quand tu prends tout ça, on a eu quand même derrière une augmentation des prix. Donc, ils se sont dit, on va jacker les taux pour pouvoir dégonfler un peu l'économie. Et ultimement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tuer l'économie. Mais j'aime bien faire la distinction entre l'économie et l'immobilier. Parce qu'autant la personne qui avait l'habitude de partir en vacances une fois par an, parce que l'économie va un peu mal, va se dire, je ne vais pas aller en vacances. Par contre, la personne qui doit se loger, que l'économie aille mal ou qu'elle aille bien, elle doit se loger. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on distingue les deux, parce que là, on parle de crise, ça va se péter la gueule. Il y a des secteurs, des endroits où est-ce que ça va baisser. C'est une réalité. Quand tu décourages les gens d'acheter en augmentant les taux, il y a moins d'acheteurs sur le marché. Et parce qu'il y a moins d'acheteurs, il y a moins de transactions. Mais parce qu'il y a moins de transactions, on assume que les prix vont baisser. Mais c'est pas forcément le cas. Tu vois, je regardais les statistiques à Montréal lors du dernier mois. On a eu une baisse de 0,7, pas 1%, 0,7% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Tu regardes à Toronto le mois dernier, les prix ont augmenté. Et moi, je parle beaucoup du marché canadien parce qu'on a une situation un peu particulière où est-ce que c'est bien beau de retirer les acheteurs, donc de réduire la demande, mais si l'offre n'était pas déjà présente, les prix vont pas se casser la gueule. Donc, et même s'ils se cassaient la gueule, ce que j'aime souvent amener, c'est qu'on l'a dit tantôt, c'est la meilleure période d'opportunité pour nous. Parce que c'est là qu'on ramasse. C'est là qu'on ramasse. Et on est là pour ça. Pour vous expliquer comment ramasser. Bien sûr. Mais c'est là où je veux en venir, mais clairement, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, c'est que c'est dans des situations comme celle-ci que vous pouvez tirer votre épingle du jeu, en fait. C'est-à-dire, nous, on l'a vécu pendant ces 2 dernières années-là. Enfin, je pense que, respectivement, c'est beaucoup. En fait, comment expliquer qu'il y ait des personnes pendant ces 2 dernières années qui semblaient difficiles pour ça, et qui ont été difficiles, hein. Donc, voilà, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu des layoffs, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais comment expliquer qu'il y a des personnes comme les investisseurs? Nous, à notre humble niveau, on a quand même, on a pu voir nos actifs. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'actifs. Comment nos actifs ont également évolué et comment également les personnes les plus riches au monde se sont également enrichies pendant cette même période-là. Pourtant, d'autres personnes voient les choses en noir en se disant, bon, c'est la crise, etc. Comment expliquer ça en fait? Et justement, je reviens là-dessus, justement, c'est parce que je comprends comment marche l'économie. C'est là que tu te rends compte que
il y a ce que disent les médias et la réalité. Parce que quand il y a de l'inflation, c'est que c'est le papier qui perd de la valeur. Mais parce que le papier perd de la valeur, tout ce qui n'est pas le papier prend de la valeur. L'inflation, c'est quoi? C'est que l'argent perd de la valeur. Ton $100 aujourd'hui, il vaut $98 le lendemain ou il vaut $95 le lendemain. Il y a une perte de valeur du papier. Comme tu l'as dit, ils ont imprimé à gogo, donc ça a perdu de la valeur. Mais justement, qu'est-ce que font les gens qui ont de l'argent quand ils voient que l'argent perd de la valeur? Ils vont le mettre dans des actifs. Ils vont le mettre dans de l'immobilier. Ils vont le mettre dans des choses qui vont conserver leur valeur. Acheter de l'or, acheter de l'argent silver, c'est le métal, pas le papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là shiftent leur focus vers ces actifs prennent de la valeur. Personnellement, j'ai pris 14 millions sur les 2 dernières années parce que mes actifs ont été bonifiés. J'ai pas fait grand-chose. J'ai juste vu l'argent perdre de la valeur et les gens rediriger leurs capitaux vers l'immobilier et ça a boosté les valeurs de l'immobilier. Donc, justement, prenez le temps de comprendre la dynamique de marché, prenez le temps de comprendre les fondamentaux, vous réalisez en fait, c'est une bonne chose quand on augmente les taux. Mais en fait, ce qui fait qu'il y a cette incompréhension, c'est que tout simplement, il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le concept de l'économie. L'économie, c'est cyclique. En fait, on a l'ascension. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la surchauffe et vient juste après la récession. Et après la récession, on a la dépression. Donc la dépression, c'est ce qu'on aime, hein, puisque comme son nom l'indique, tout le monde est en mode dépression et on va pouvoir profiter, acheter à des prix très intéressants, très bas, parce que les gens paniquent. Et c'est là où on s'enrichit. C'est dans cette phase où l'immobilier est au plus bas. Et acheter mieux. Et acheter mieux. Parce que c'est sûr que ça acheter mieux dans un contexte qui semble plus difficile mais facile pour certains parce que il va y avoir moins de concurrence. Exactement. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que Uriel parlait des médias, les personnes vont suivre les médias. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, j'avais un client qui disait, mais Florent, est-ce qu'il faudrait pas mieux attendre? Je dis, mais attends, pourquoi attendre, en fait? Parce que là, tu attends quoi? Tu attends que les taux d'intérêt augmentent? Tu attends que les taux d'intérêt baissent, pardon. Parce que si les taux d'intérêt baissent, ça va être plus difficile d'acheter. Bien sûr. Mais ce que les gens, ils attendent, pourquoi ils veulent attendre? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris encore ce concept que ce qui fait de toi quelqu'un qui réussit dans l'immobilier, c'est le temps. Le plus gros actif dans l'investissement immobilier, c'est le temps. Plus tu achètes tôt, plus tu t'enrichis vite. Plus tu achètes tard, et les assurances l'ont bien compris, quand tu achètes, tu commences à approcher la cinquantaine, tes assurances sont plus les mêmes. Il y a des assurances qui veulent plus te financer et te disent « Ah, monsieur, vous allez mourir peut-être demain. » Ça n'a aucun sens. Eh bien, parce que ce sont des gens qui ont compris que, en fait, l'immobilier, il faut le faire tôt. Et même quand tu parles d'attendre, moi, j'ai un concept que j'aime bien développer qui est de dire, au lieu d'attendre pour acheter, il faut acheter et attendre. Et donc, pour que le temps soit de ton côté. Bien sûr. Il y a des personnes qui se disent qu'ils vont attendre le bon moment, ils vont essayer de timer le marché. Parce que quand ça va commencer à baisser, ils vont, boum, rentrer dedans. La réalité, c'est que ce qui fait ton argent, c'est pas le fait que tu arrives à bien timer le marché, mais c'est comme tu l'as dit, c'est le temps que tu passes dans le marché. Exactement. En fait, plutôt c'est le mieux. Prenons le scénario catastrophe. Même si aujourd'hui les biens perdaient 10%, tu aurais beaucoup plus intérêt à les acheter aujourd'hui, à les sécuriser et à les renégocier ton prêt dans 2 ou 3 ans quand ça va repartir, que de ne pas les acheter maintenant. Parce que le risque que tu prends en achetant un bien immobilier aujourd'hui, c'est de faire comme tout le monde. Et si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Exactement. Si tu attends que les taux baissent, tu te dis, je vais attendre le bon moment. Ouais. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des gens comme toi qui attendent le bon moment, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où tu vas vouloir revenir sur le marché? Tu vas repartir en compétition. J'ai reçu un texto tout à l'heure d'une courtière immobilière qui essaie de vendre un bien sur lequel j'ai fait une offre d'achat la semaine dernière. Puis le vendeur en voulait un peu trop, donc tu sais, je ne l'ai pas acheté. Puis là, elle m'envoie un texto en disant, écoute Uriel, le bien est toujours disponible, est-ce que tu veux faire une offre? Nanani, nanana. Et c'est du jamais vu. Il y a 12 mois, ça n'existait pas, ça. Il y a 12 mois, tu faisais une offre d'achat, on ne te répondait même pas. La courtière avait reçu 25 offres pour le même bien, elle n'avait pas le temps de t'écouter. Aujourd'hui, elle vient te chercher, elle te dit, hey, viens faire une offre, s'il te plaît, viens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un shift. Shift, il vient d'où? Il vient du fait que les médias ont matraqué le message que les gouvernants veulent nous passer, qui est de dire, n'achetez plus, attendez, on va créer une économie où est-ce que vous ne possédez rien, parce qu'on ne veut pas que vous possédez quelque chose. Et si vous suivez cette logique-là,
bah, vous allez vous retrouver du mauvais côté de la barrière parce que vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas entrer dans le marché. Mais quand vous allez vouloir revenir, il sera trop tard. Trop tard parce que maintenant, vous allez devoir vous battre à nouveau avec tout le monde. J'ai même une anecdote par rapport à ça. Je me souviens, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier en 2014, tout le monde m'a dit, ouais, mais c'est pas le moment d'acheter, les taux sont élevés. Et j'étais en mode, ouais, mais en fait, il faut que je le fasse. Je savais pas pourquoi, parce que je n'avais pas de connaissances, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. À l'époque, j'ai eu un taux à 3,6, quelque chose comme ça. Donc, c'était en région parisienne. Et le taux, c'était considéré comme étant un taux correct. Et ce qui s'est passé, c'est que après, les taux ont chuté. J'ai refait financer mon bien et j'ai eu un taux à 1,3. Et il y a même eu des gens après qui ont eu des taux à 0,95. Mais si... C'est trop élevé. Exactement. Je l'ai vu, 0,95. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'avais attendu tout ce temps-là, déjà, j'aurais pas eu ce bien. Mais c'est surtout au moment d'avoir le taux à 0,95, je serais peut-être en train de chercher la perle rare et j'aurais rien eu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui se disent oui, le taux d'intérêt, oui, c'est 2,5, 2,75. Ça représente rien. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, ça me tue les personnes qui se disent oui, je vais négocier mon taux. Ta mensualité change de peut-être quelques centimes par mois. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est une dépense. C'est même pas vous qui payez les taux d'intérêt, c'est le locataire qui paye. Bien sûr. C'est le locataire qui paye le coût de l'argent, en fait. Bien sûr. Et j'aime quand tu parles de locataire parce que l'analogie que j'aime souvent faire, on a des programmes où est-ce qu'on aide les gens à aller chercher de l'argent sous forme de ce que j'appelle des mises de fonds alternatives, marge de crédit, carte de crédit auprès des institutions bancaires pour s'en servir comme mise de fonds pour acheter. Okay. On est en mesure de te faire acheter. C'est des programmes qui sont vraiment pour des gens qui ont des revenus, qui ont un revenu discrétionnaire. Donc, tu as déjà un bon revenu, tu as accès à de l'argent, tu as un bon score de crédit. On t'aide à aller chercher encore plus d'argent pour acheter plus que de juste acheter un. C'est pas pour ceux qui n'ont pas d'argent, parce que les banques ont une certaine façon de qualifier les gens. Mais j'explique à ces gens-là, ce que j'aime leur expliquer, c'est si tu vas chercher, par exemple, tu vas acheter un bien à 500 000, il faut 5% de mise de fonds, il te faut un 25 000. Donc, 25 000, si tu vas l'emprunter auprès d'une banque sur une marge de crédit pour financer ta mise de fonds, ce 25 000 à un taux d'intérêt de 10% va te coûter à peu près par jour $6,85. C'est le coût d'un Starbucks. Right? Okay. Et il y en a qui te disent, ouais, mais Uriel, je ne vais pas aller emprunter un 25 000, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas devoir de l'argent, je ne vais pas payer de l'intérêt dessus. Et je lui dis, tu n'as pas envie de payer $6,85 tous les jours pour être propriétaire de quelque chose qui va prendre de la valeur. Mais on va aller un peu plus loin. Ton loyer est de combien? $1,000. Parfait. $1,000 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait $33. Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu préfères payer $33 tous les jours à perte à ton propriétaire au lieu d'aller chercher un 25 000 qui va te coûter $6,85 pour être propriétaire de quelque chose. Tu préfères construire le rêve de ton propriétaire au lieu de construire ton propre rêve. Parce que dans la vie, tout le monde paye une hypothèque. Bien sûr. Tout le monde paye un crédit immobilier. Soit tu payes le tien, soit tu payes celui d'un autre. Soit tu payes celui d'un autre. Et par rapport au temps, pour revenir par rapport au temps, ça fait un peu le pivot par rapport à ce que tu as dit. C'est que la personne, par exemple, qui va avoir le 25 000 de crédit. Et ça, des fois, quand j'explique ça lors de mes conférences, les gens, ils juste y pètent un câble, en fait. C'est que le gars, il va avoir le 25 000. OK? Pour avoir 25 000 $, la personne qui a l'emploi, donc, quelqu'un qui gagne, un couple qui gagne, ils gagnent leur vie normalement, etc. Okay. On va dire qu'ils gagnent à 2, ils gagnent 200 000 $. Pour avoir le 25 000 $, ça leur a coûté, on va dire pratiquement le double. Parce que quelqu'un qui a l'emploi pour avoir 25 000 $ de côté, il faut qu'il ait gagné le double. Parce que t'as l'impôt sur le revenu, tu as l'impôt sur les produits que t'achètes. Et même après, bon, tu as l'impôt sur la succession. En moyenne, c'est 50%. Donc, pour avoir 25 000 $, ça coûte 50% des 50 000. Okay. Tu vois? Donc, ça te coûte plus cher d'épargner que d'aller chercher 25 000 $ à crédit. Et c'est pas terminé. Pour revenir par rapport au temps, c'est que combien de temps ça te prendrait pour accumuler 25 000 $? C'est-à-dire que les gens vont se dire, oui, ça coûte, oui, ça va me coûter 10, on en parlait tout à l'heure par rapport à nos projets là. Ça va te coûter 10%.
de 25 000 $ pour avoir accès à 25 000 $. Et moi, je vois le 10% comme quoi? C'est le coût. C'est le montant que tu es prêt à payer pour racheter le temps. Donc, tu achètes le temps. Ça t'aurait peut-être mis, 3 ans pour mettre ton 25 000 $ de côté. Donc, le fait de payer 10% de 25 000 $, c'est que tu es en train d'acheter le temps pour avoir le 25 000 $ maintenant qui t'aurait coûté plus cher, qui t'aurait demandé plus d'efforts de travail pour pouvoir acheter un actif qui va te permettre, au final, de quoi? Au final, l'actif va te rapporter plus que l'intérêt que tu payes tous les jours sur les 25 000 $. Donc, en fin de journée, c'est de quoi? C'est de regarder quoi? Et ce que je me tue des fois à dire lors de mes événements, c'est de regarder la ligne d'arrivée. Tout est un prix. Bien sûr, bien sûr. Tout est un prix. C'est de regarder la ligne d'arrivée. Donc, tu te dis, OK, ça me coûte tant, mais si ce que ça me coûte me rapporte, me permet de faire un jump sur quelque chose de plus gros qui me rapporte plus que ce que ça me coûte avec et ça, c'est du temps une fois de plus, bah, tu es gagnant. Bon, en fait, là, je vais rebondir, excuse-moi de te couper, je vais rebondir sur un truc. Là, pour ceux qui sont sur la France, sur les Antilles françaises, vous allez vous dire, ah ouais, les gars, ils ont de la chance, ils sont au Canada et ils peuvent jouer avec les lignes de crédit. En France, c'est différent. Mais en fait, en France, on peut faire exactement la même chose. OK? On a ce qu'on appelle vulgairement le crédit consommation. Le crédit consommation, si vous l'utilisez pour acheter, pour consommer, effectivement, ça va vous coûter cher. Maintenant, si vous détournez le crédit consommation, vous le détournez en le transformant en ce que je peux appeler en un potentiel actif, en achetant un actif, eh bien, ça change tout pour vous. Imaginez que vous allez voir un organisme de crédit consommation et vous repartez, par exemple, avec 50 000 €. Est-ce que ces 50 000 € vous permettront d'avoir un apport suffisant pour investir dans l'immobilier? Et là, certains vont me dire, ouais, mais 50 000 €, peut-être que je vais avoir 642 € à rembourser tous les mois. Comment je fais? Mais en fait, comment tu fais si tu fais rien, en fait? Ton loyer est de combien? C'est ça. Tu payes plus que il y ça. a un moment, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Tu vois? Donc, c'est soit tu te trouves un deuxième job si c'est compliqué pour toi à ce moment-là, ou soit, tout simplement, tu te dis, OK, ben là, je fais le sacrifice, je prends ça, et puis, il y a plusieurs solutions. Je m'arrange, par exemple, à aller voir la banque, augmenter mon enveloppe travaux. En augmentant mon enveloppe travaux, ça me permet de faire quelque chose qui me permettra de éventuellement compenser, compresser ce fameux crédit conso. On va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, mais il y a des choses à faire. Mais pour ça, il faut penser en dehors de la boîte. En pensant, ce qu'on va faire, on va, comme dirait une certaine personne que tu connais, on va pousser la conversation plus loin. Penser en dehors de la boîte. Donc, parce que sûrement les personnes qui nous écoutent se disent, mais comment c'est possible? Et là, on est en train de parler là, la conversation, on parle à des personnes peut-être la plupart des personnes qui nous écoutent, c'est des personnes qui sont à l'emploi, qui veulent se lancer en immobilier. Mais tu parles de penser, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu comment nous on pense et comment les personnes, peut-être, qui ont des résultats beaucoup plus élevés que nous, pensent en fait?